Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous et bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Rémi Poulet, co-dirigeant d'1 minute 30, votre guide pour cette aventure. 1 minute 30 est le partenaire d'HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et surtout plus de reventes. Je suis accompagné aujourd'hui de Gabriel. Comment vas-tu, Gabriel? Salut Rémi, très bien. Aujourd'hui, tu voulais nous parler en fait d'IA et plus particulièrement d'un rapport IDC qui est sorti récemment sur l'évolution de l'IA. Tout à fait. Lors des Partner Days la semaine dernière, HubSpot a sorti un nouveau rapport avec IDC. IDC, vous savez, c'est un institut américain très connu, un peu comme le Gartner qui fait des études. Ce rapport s'appelle AI Everywhere Drives 30 Billion HubSpot Ecosystem Opportunités. Donc, c'est un rapport plutôt destiné aux partenaires, plutôt à vocation d'attirer les partenaires et de rassurer les partenaires sur les opportunités de marché liées au partenariat HubSpot. Et là, on parle de 30 milliards. Dans le précédent rapport qui date d'il y a 3-4 ans de mémoire, au moment où je suis rentré dans le partenariat HubSpot, l'opportunité était plus faible, elle était autour de 25 milliards, ce qui reste beaucoup. Et ce qui a changé dans ce rapport, c'est vraiment l'émergence de l'IA. Et HubSpot se projette comme une IA First Company ou AI First Company, si on le prend dans le bon sens des Anglais. Donc, une société qui devient massivement une AI Customer Platform. Et dans le cadre de cette opportunité, donc de cette perspective aussi que les entreprises vont connaître une transformation IA comme elles ont connu une transformation digitale, le gâteau a grossi et HubSpot et ses partenaires doivent récupérer une partie de ce gâteau lié à l'IA, en plus du gâteau propre au CRM qui était le gâteau précédent. Donc, si je vous résume quelques éléments clés de ce rapport, c'est donc ce montant de 30 milliards. Bon, ça parle beaucoup aux partenaires. C'est à se partager aussi avec les milliers de partenaires à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est la proportion de l'IA dans l'augmentation de ce gâteau qui représente un tiers, donc près de 10 milliards, liés au développement de l'IA. Donc, HubSpot, mais ça c'est toujours un peu commercial, anticipe une très forte croissance pour les partenaires, avec 43% de croissance pour les partenaires en 2025, que de plus en plus de clients, et c'est vrai que c'est le cas, et nous on le ressent régulièrement, utilisent de plus en plus d'Hub, donc considèrent que HubSpot, c'est pas que du marketing, c'est pas que de la vente, mais sont attirés par le côté commun, marketing, vente, service client, CMS, même si le CMS s'appelle le Content Hub aujourd'hui. Donc, avoir cette vocation d'intégrer l'ensemble des choses. Et un autre élément, c'est que de plus en plus, HubSpot monte vers des plus grands comptes, n'est pas que start-up, se développe de plus en plus sur du mid-market et même sur du grand compte au sens d'HubSpot qui sont les ETI. Et pas nécessairement les très grands comptes comme Salesforce le fait déjà. Pour autant, en fait, dans cette analyse, pour moi, il y a deux facteurs qui ont changé. C'est la notion de délai, c'est-à-dire que les 30 milliards, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en 2028. Donc, c'est demain ou après-demain. Oui, tout à fait. Et surtout, en fait, un deuxième point qui a changé, et là, je voudrais bien ton avis là-dessus, c'est que autant, en fait, l'IA était quelque chose de réservé à des grands comptes qui étaient plutôt en R&D un certain temps et qui restait quelque chose de très privilégié, autant aujourd'hui, l'IA générative dans un premier temps et maintenant les nouvelles générations d'IA sont devenues, en fait, beaucoup plus disséminées sur tous les comptes, y compris les petits comptes. Et donc, c'est aussi là où il y a un vrai facteur de croissance, potentiellement. Et en fait, je voudrais comprendre pour toi le gros morceau de la croissance. Est-ce que c'est pas aussi sur les petits comptes qui va se faire parce qu'ils vont faire beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens? Tout à fait. Et on va dire que alors, comme toujours, la communication anticipe ce qui va se passer et ne parle pas de ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une vraie maturité sur l'IA dans les entreprises, ni même chez les partenaires, ni même dans le produit HubSpot. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où, comme tu le dis, c'est essentiellement des grands comptes qui ont fait des POC et des proof of concept sur l'IA,
qui testent des choses, qui l'ont pas nécessairement complètement déployé dans l'entreprise et dans les process, mais c'est beaucoup dans les laboratoires d'innovation ou dans les départements d'innovation des grands comptes. Et c'est aujourd'hui les vraies expériences d'IA dans les process d'entreprise. Et en bas, on va dire qu'on a toute une offre de formation dédiée à des auto-entrepreneurs, dédiée à des indépendants, souvent des formations en ligne ou parfois même des formations présentielles sur de l'éducation à l'IA. Et on va dire qu'entre les deux, il n'y a pas encore grand-chose, entre autres parce qu'il y a peu de produits qui sont utilisables dans le cadre de process d'entreprise. Malgré tout, tous les produits que sont ChatGPT, Gemini, etc., sont des produits de chat, donc sont des produits de communication one-to-one entre un collaborateur et son IA. Ça aide à traiter l'information, à l'analyser, à la synthétiser, à rédiger des jolis mails. On n'est pas encore dans les process dans l'entreprise. Il y a quelques, on va dire, start-up indépendants qui ont mis en place des agents qui automatisent l'envoi d'emails pour la prospection, c'est pour ça que vous êtes spammé, qui automatisent les appels sortants, c'est pour ça que vous êtes spammé à ce niveau-là aussi, qui automatisent la rédaction de contenu, etc. Et ça, c'est fait un peu en bricolant des plateformes iPaaS de type Make, de type NB10, etc. Il y a des fonctionnalités dites d'agentique dans un outil comme HubSpot qui ne sont pas encore pleinement à maturité. Hein. Tu peux mieux en parler que moi pour les avoir testés. C'est des perspectives et c'est vrai aussi chez Salesforce où Agentforce est annoncé mais n'est pas encore complètement opérationnel. Ce qu'anticipe le rapport, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'une part que tout le monde doit s'orienter vers l'IA. Et c'est vrai pour HubSpot qui doit renforcer sa roadmap, mettre plus d'IA dans son système, analyser avec l'IA la donnée non structurée pour enrichir la donnée structurée, etc. Donc une vraie évolution, une vraie transformation de l'architecture du CRM qui est anticipée. Et ce que demande HubSpot aux partenaires, c'est de faire cette anticipation-là aussi et de commencer à rajouter dans son catalogue d'offres des vraies offres IA, même si le produit n'est pas prêt. Et ces vraies offres IA sont des offres de transformation, d'accompagnement à la transformation, potentiellement d'abord dans une logique de conseil, de roadmap, d'audit IA, de perspective de qu'est-ce qui va pouvoir être fait en termes d'automatisation avec l'IA dans l'entreprise, y compris des entreprises de taille moyenne. Et puis après, de commencer à mettre en place des agents et aussi surtout, et ça c'est un élément important, et moi ce qui m'a fait faire le move vers HubSpot, le CRM il y a 2 ans quand on s'est rapproché, c'est aussi le fait de dire que ce qui va alimenter l'IA dans les process de l'entreprise, c'est la data, et qu'il est hyper important de l'unifier dès aujourd'hui, et donc de mettre en place un CRM dès aujourd'hui s'il n'y en a pas, d'unifier les données du CRM avec le reste de l'écosystème SI, d'avoir une donnée de qualité, parce que faire ce travail d'unification de la donnée dès maintenant, c'est être prêt quand les outils seront prêts demain à déployer des agents IA et gagner énormément en performance et en efficacité de ces systèmes. Oui, pour autant, en fait, on peut se dire aussi que les entreprises qui avaient investi massivement dans l'IA il y a 2 ans, 3 ans, en fait, une bonne partie, quand ils ont fait les mauvais paris, n'ont pas anticipé les ChatGPT, n'ont pas anticipé les DeepSeek, etc. Et tout l'enjeu, en fait, c'est qu'on voit qu'on a un marché qui mature de plus en plus vite, mais on ne sait pas encore à quel moment il va être en maturation, et on ne sait pas encore s'il ne va pas y avoir encore d'autres ruptures. Pour l'instant, on a vécu des macro-ruptures, et notamment DeepSeek qui est devenu une macro-rupture en soi, hein. Et donc, on n'est pas sûr d'être à la dernière étape. Et donc, la vraie question aussi, c'est, on est d'accord qu'il va y avoir un enjeu, mais à quel moment et sur quel techno il faut partir, et est-ce qu'il n'y a pas un moment, il va y avoir encore un chambouclou qui va se faire avec une nouvelle génération qui va sortir. Bah, c'est certain. Moi, mon approche, elle est double. La première est de dire, on a plein d'outils aujourd'hui qui sont grand public. ChatGPT avec ses différents modèles, Google avec Gemini et NotebookLM qui est quand même très intéressant parce que c'est l'outil grand public qui permet de faire du RAG, donc de traiter l'information qu'on lui donne nombreuse et d'être un LLM sur des données personnelles, enfin des données de l'entreprise, et pas uniquement un modèle de langage qui est éduqué une seule fois avec des données du tout venant. C'est les nouveaux outils de Deep Research qui sont présents chez ChatGPT, mais chez aussi ces DeepSeek, etc.
Et ces outils-là, on ne les utilise pas bien en entreprise. On ne les utilise pas encore, on les découvre. Et il y a une première étape pour moi qui est de dire, ces outils-là, qui ne coûtent pas grand-chose, comment on déploie au sein de l'entreprise une capacité à bien les utiliser, à mieux se transmettre l'information, à enregistrer tous les rendez-vous pour avoir une base de connaissances sur lesquelles préparer des ateliers, rédiger des documents de compte-rendu, rédiger des synthèses et nourrir ces LLM avec toute cette information qu'on collecte au fur et à mesure et avoir un process intelligent qui va faire gagner énormément de temps, qui va, au-delà de faire gagner du temps, améliorer la qualité, améliorer le formalisme, laisser beaucoup plus de traces et de documentation dans les entreprises pour que l'information soit beaucoup mieux partagée. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant, parce que même s'il y a des ruptures, ces outils-là, déjà ne coûtent rien, donc ce n'est pas des grands déploiements comme ce que tu décris qu'on fait les grands comptes, et deux, améliorent les process de façon certaine dès maintenant. Et demain, si les choses sont encore mieux automatisées, on gagnera du temps en copier-coller, on gagnera du temps en interrogation, mais apprendre à questionner les LLM, bien les utiliser, découvrir l'ensemble de leur potentialité, et puis j'en découvre tous les jours, hein. Pourtant, ça fait plusieurs mois que je les utilise. Hier, j'ai fait des premiers tests sur de la comptabilité en partageant mes comptes et en voyant comment ils traitaient les comptes. On a un petit expert comptable sous la main qui peut remonter, attirer l'attention, tracer des perspectives, découvrir des hausses et des baisses, analyser tout ça. Et c'est hyper intéressant pour un dirigeant. De la même façon que pour faire des contrats, que pour faire ses stratégies marketing, ça devient des super outils. Et c'est ça qu'il faut, à mon sens, commencer à apprendre et à appréhender. Oui, après, on peut se poser la question aussi, en termes de gouvernance SI, si en fait le module IA ou des blocs d'IA font comme la partie d'IA est souvent quelque chose qui est vécu à part entière dans un module de l'entreprise, ou au contraire, si ça va se retrouver de plus en plus intégré à l'ensemble des outils et à l'ensemble du SI et des ensembles d'outils qu'on a au quotidien. C'est-à-dire, on imagine bien que demain, après-demain, etc., les CRM du marché, dans toute la partie intelligence conversationnelle, vont intégrer l'IA, tant analyse et générative, pour du prédictif, etc. Donc, on se doute bien que ça va être de plus en plus intégré comme un vrai assistant au niveau de l'entreprise, là où, en fait, aujourd'hui, on est encore un peu dans du manuel, c'est-à-dire qu'on va prendre un Gemini, on va vouloir rédiger un mail, on va compléter le mail par du Gemini, etc. Ce qui est une approche complètement différente. C'est-à-dire, la vraie question, c'est est-ce que demain, elle sera tellement diffusée dans les outils que, globalement, c'est par les outils qu'on utilisera l'IA, mais en fait, on aura toujours en premier entrant le besoin d'usage et on l'utilisera marginalement pour des choses connexes qu'on n'est pas outillé, ou est-ce que, au contraire, en fait, pour toi, c'est quelque chose qui sera séparé dans le système d'information, dans lequel, en fait, on va avoir des grosses logiques et des gros moteurs, en fait, qui vont venir en fait au-dessus des outils que l'on a pour assister au travail au quotidien. C'est un peu le pari d'HubSpot et c'est le pari qu'HubSpot nous demande de faire, c'est de faire confiance aux grosses plateformes que sont HubSpot, Salesforce et autres pour devenir ceux qui vont intégrer l'IA dans les process de l'entreprise. Oui, mais ça me semble rationnel, c'est-à-dire que et ça semble effectivement rationnel parce que plus on ne peut pas avoir ce dialogue un par un en continu et qu'on a besoin d'un dialogue commun qui s'intègre au process de l'entreprise, qui s'intègre aux données de l'entreprise et qui structure l'intervention des collaborateurs dans ce dialogue. C'est sûr que ChatGPT, quand il apparaît dans une entreprise, au-delà d'augmenter notablement l'empreinte carbone, il augmente notablement le nombre de copier-coller. Oui, sûr. Et donc, effectivement, que demain, en fait, on peut très bien imaginer que ça soit beaucoup plus intégré au sein des outils. Et c'est ça le pari à 30 milliards d'HubSpot, mais pari qui est sur lequel on est au début de la construction des fondations. Et en cela, il faut d'une part, pour HubSpot, construire ça dans son produit, et pour les partenaires, se former, accompagner les clients dans ces roadmaps, dans de la stratégie. Moi, ça m'a amené à réfléchir le portefeuille d'offres d'1 minute 30, au regard de ce rapport IDC d'ailleurs,
Je l'ai décomposé à travers l'analyse d'IDC, justement avec notre LM qui a permis de rentrer dans le rapport, de structurer les choses, etc., en 3 grandes catégories de services. La première, c'est les services techniques avancés et solutions métiers. C'est ce qu'on fait déjà sur HubSpot, à savoir l'intégration d'HubSpot avec d'autres systèmes, le développement d'applications personnalisées, la migration des données vers HubSpot, l'intégration des outils IA existants de HubSpot, l'expertise sectorielle, on est plutôt expert du tourisme, de la presse, des bornes électriques, enfin on développe un certain nombre d'expertises sectorielles, et puis surtout l'intégration multi-hub, qui est un des vrais facteurs aujourd'hui, et c'est vrai que sur la plupart de nos projets, on intègre plusieurs hubs, en particulier le sales, le service, le marketing. Mais il y a une deuxième catégorie de services qu'il faut qu'on développe un peu plus, ou qu'on a développé à moitié, c'est le service data et IA. Et dans ces services-là, il y a tout ce qui est la gouvernance des données, la mise en place de processus pour la collecte, pour la déduplication, pour assurer la qualité des données, les nettoyer. Mais en plus, et ça c'est des choses qu'on fait déjà mais qu'il faut renforcer, en plus on peut commencer à développer des solutions agentiques, donc des agents, avec les agents HubSpot, mais peut-être dans un certain premier temps aussi en utilisant des outils un peu plus, on va dire, complexes ou moins intégrés comme Make ou N8N, qui permettent de faire des agents, de se brancher à HubSpot pour faire des choses un peu plus complexes, évoluées que ce que permet HubSpot avant de le réintégrer dans HubSpot. Et d'avoir une vraie expertise en sciences des données, en ingénierie de l'IA. C'est des choses qu'on doit renforcer pour se préparer à ce futur. Et il y a une troisième catégorie sur laquelle on doit faire un pari qu'on n'a pas complètement fait, mais moi qui m'intéresse perso, à titre personnel, qui suis plus un consultant, c'est d'engager une approche de conseil en transformation axée sur l'IA. Donc de faire des stratégies de transformation numérique qui intègrent l'IA, former les équipes, mesurer les ROI, imaginer une transformation des process, étudier les outils qui le permettent, ou construire des roadmaps qui permettent aussi d'attendre, parce que ça c'est important dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que s'engager sur des technos sans être sûr que le marché est complètement mature, c'est risquer de jeter à la poubelle des choses qui sont faites. Donc il y a aussi des choses quand on construit une roadmap qui sont de dire on attend que telle étape soit franchie et on s'y prépare et on fait tout ce qui est anticipable avant, y compris le nettoyage des données, l'intégration des CRM. On peut faire, nous, un pari sur HubSpot et on peut inciter les clients aussi à faire ce pari sur HubSpot en leur disant installez HubSpot aujourd'hui, vous gagnerez le temps de l'intégration, du déploiement, etc. Et demain, quand HubSpot aura sorti tel élément de sa roadmap, vous gagnerez encore plus de temps parce que vous pourrez mettre en place plus d'agents, plus d'automatisation, etc. Et c'est un peu ça que HubSpot nous demande de faire avec ce rapport, c'est qu'on soit tous capables de faire ce pari de l'IA avec HubSpot. Nous, en tant que partenaires, pour renforcer nos compétences, commencer à évangéliser le marché, eux, en termes de développement et de vrais changements sur leur roadmap, et un pari à demander aux clients qui est d'anticiper ces nouveaux process et ces nouveaux outils. C'est la bonne nouvelle, puisque HubSpot investit massivement en R&D. C'est justement se dire que l'actif de l'entreprise qu'on a acheté il y a quelques années et qu'on garde et qui est un vrai actif, qu'est le CRM, en fait, il accompagne aussi l'évolution du marché, l'évolution de l'entreprise, et on n'est plus à l'âge de pierre des CRM avec des versions dans lesquelles les montées de versions, si on ne montait pas et on ne réinvestissait pas lourdement dans le CRM, on perdait un peu tout et on se retrouvait avec un passif ou en fait une dette technique, là où aujourd'hui avec un HubSpot, on reste avec un vrai actif et une vraie croissance derrière. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, si je me mets dans la peau d'un client qui doit réfléchir à son SI, à déployer un CRM, etc., il va avoir 3 choix, et surtout dans la perspective de l'IA, on va dire que tous les acteurs un peu petits, moyens, y compris malheureusement les Français, qui peuvent avoir des solutions qui sont intéressantes, vont se retrouver un peu ringardisés parce que ne vont pas avoir les moyens de se lancer dans le déploiement de l'IA, dans l'investissement que ça nécessite, n'ont pas en plus cette vision multi-hub qui permet d'avoir une vraie centralisation des données,
cette mini CDP au sein d'HubSpot parce que il y a ce multi-hub, parce qu'il y a une vraie unification des données entre les hubs, etc. Donc, moi, je ne pourrais pas faire le pari d'un petit acteur. Ça renforce encore les gros, avec une troisième option qui, elle, est plus à étudier, mais sur lequel il faut avoir du flair. Donc, il y a du risque là-dessus. Ça va être les nouveaux acteurs qui vont être IA first. Et donc, qui, dès le début, vont imaginer une nouvelle vision du CRM ou de la relation client IA first, c'est-à-dire qui part de la donnée non structurée, qui parle des emails, qui parle des transcriptions de visio et de rendez-vous, pour la structurer à la place de l'utilisateur. Parce que ce qu'on fait, nous, sur un CRM, c'est que le CRM récupère les mails, récupère les transcriptions, mais c'est l'humain qui les range, qui dit ça fait partie de telle transaction, qui rattache le bon mail, la bonne transcription, ça se fait plus ou moins automatiquement, qui remplit les montants à la main, alors que l'information est finalement dans la conversation et dans les documents. Là, ce que va faire HubSpot dans un second, ce qu'il prévoit de faire, c'est de se dire je vais chercher l'information et je la remplis à la place de l'humain. Dans un système IA first, on peut imaginer que dès le début, l'information est récupérée, est triée, est structurée, et l'humain n'est plus que dans un rôle de validation et moins dans un rôle de remplissage. Mais bon, il faut le trouver. Il y a quelques acteurs qui sont lancés là-dessus, mais il faut quand même avoir du flair pour savoir ceux qui vont tenir et ceux qui vont réussir ce pari. Donc, ça renforce quand même le fait de faire le pari d'un acteur en place aujourd'hui, comme HubSpot, comme Salesforce. Et ce sera peut-être ma conclusion. D'accord. Alors, peut-être quand même un dernier point là-dessus, c'est que rien ne garantit que l'IA first sera plus pertinent que le CRM en fait puissant augmenté par l'IA. C'est-à-dire que rien ne le sait. Ok. Merci beaucoup, Gabriel. Voilà, cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec notre aventurier du jour, Gabriel. Si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être accompagné, contactez-nous chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est bien meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous voulez consulter ce podcast. Bonne journée. Bonne journée, Gabriel. Merci, Rémi. Salut.